Madame, Monsieur, bonsoir. François Mitterrand quitte demain l'Élysée où il a passé 5110 jours. Il est ainsi le responsable d'un pays démocratique, bien sûr, qui aura le plus de pouvoir le plus longtemps. Pour la petite histoire, François Mitterrand sera donc le premier président de la République française à être allé au terme de 2 septennats, ce que n'avaient pu ou voulu faire Jules Grévy, Albert Lebrun ou encore Charles de Gaulle. Dans quelques minutes, nous reviendrons sur un premier bilan de cette présidence Mitterrand avec de nombreux reportages et nos 3 invités, Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée, Michel Charasse, très proche collaborateur de François Mitterrand, et Charles Millon, président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Tout de suite, nous retrouvons en direct de l'Élysée Roland Sicard. Roland, François Mitterrand a fait ses adieux aux Français par l'intermédiaire d'une courte déclaration. Effectivement, Bruno, le service de presse de l'Élysée vient de communiquer il y a quelques minutes une déclaration de François Mitterrand, une déclaration écrite, dans laquelle il souhaite à Jacques Chirac, son successeur, de conduire la France dans la paix et la justice, et où il forme des vœux de bonheur pour chacune et chacun des Français. Pour le reste, mis à part une manifestation de sympathie à l'Élysée dont on parlera tout à l'heure, tout a été fait ici à l'Élysée pour donner l'impression qu'il s'agissait d'une journée comme les autres. François Mitterrand a reçu Philippe Séguin, le président de l'Assemblée nationale, ce matin. Philippe Séguin qui avait tenu à rendre hommage à François Mitterrand. Dans l'après-midi, le président de la République a reçu Robert Badinter, l'ancien président du Conseil constitutionnel, et Roland Dumas, l'actuel président de ce Conseil constitutionnel, pour un hommage appuyé à Robert Badinter, l'homme de l'abolition de la peine de mort, une des premières grandes réformes de l'ère Mitterrand. Et puis pour le reste, François Mitterrand est allé voir ses nouveaux locaux qu'il occupera à partir de demain du côté du Champ de Mars. Il s'est promené, bref, vous le voyez, une journée qu'on voulait ordinaire ici à l'Élysée. Merci. Et puis pour cette dernière soirée à l'Élysée, François Mitterrand a eu droit à une petite surprise. Reportage Marie-Pierre Farkas. Triste. Surprise dans quelques minutes, je l'espère. À la veille de la passation des pouvoirs à l'Élysée, Jacques Chirac a démissionné aujourd'hui de son poste de maire de Paris, qu'il occupait depuis 18 ans. Jacques Chirac a fait ses adieux ce matin aux élus parisiens, aux membres de son cabinet et à l'ensemble du personnel de l'Hôtel de Ville. D'autre part, on a appris que Jacques Chirac adressera vendredi un message à l'Assemblée et au Sénat, réunis pour la circonstance, réunis chacun de leur côté, en séance solennelle. Avant de revenir longuement dans quelques minutes sur ce bilan donc de François Mitterrand, je vous propose de développer les grands titres de l'actualité avec tout d'abord cette triste nouvelle, le casque bleu français blessé jeudi à Sarajevo par un tireur embusqué est mort hier soir à l'hôpital de Toulon. Les tirs d'artillerie ont repris dans la capitale bosniaque, au moins 5 morts et une vingtaine de blessés pour cette seule journée. Olivier Lerner. Il fallait courir vite aujourd'hui dans les rues de Sarajevo pour ne pas tomber. Courir au péril de sa vie dans une de ces rues maudites où résonne ce soir encore plus que jamais le bruit des armes. Tirs d'artillerie lourde, armes automatiques. De nombreuses habitations ont littéralement explosé. Des morts, des blessés pris au piège des Serbes qui bombardent le nord, des Bosniaques qui bombardent le sud de la ville. Plusieurs appareils de l'OTAN ont survolé Sarajevo à basse altitude. Ils ont tourné en rond sans savoir que faire. Plus personne ne semble respecter le fameux périmètre d'exclusion des armes lourdes, censé protéger les habitants de Sarajevo à 20 km à la ronde. Des chars sont en mouvement de part et d'autre, et l'on reparle évidemment du rôle des casques bleus. Ils ne remplissent pas leur mission, disent les Bosniaques. Quant aux Serbes, quand ils ne les prennent pas pour cible, ils font comme s'ils n'existaient pas. À Sarajevo, c'est de nouveau l'enfer. Soulagement général au Japon après l'arrestation du fameux gourou de la secte Vérité Suprême d'Aum, soupçonné, vous le savez, d'être à l'origine de l'attentat au gaz sarin dans le métro de Tokyo, attentat qui avait fait 12 morts et plus de 5000 intoxiqués. Philippe Rochaud. 80 000 policiers mobilisés, 2 unités de l'armée spécialisées dans la guerre chimique avec l'éternel canari dont la mort signifiera que l'ennemi riposte au gaz de combat. Il a fallu tout cela pour arrêter ce matin le gourou de la secte Aum Vérité Suprême. Les policiers ont dû découper la porte à la scie électrique. L'homme se cachait dans une pièce secrète. Il était dans cette tenue, en méditation, et n'a pas opposé de résistance. Comment un aveugle comme moi, a-t-il dit, aurait-il pu commettre les crimes dont vous m'accusez? Mais cette fois, la police avait réuni toutes les preuves. 16 membres de la secte vont s'ajouter aux 200 fidèles du gourou déjà sous les verrous, mais d'autres courent encore, et tous les stocks de produits chimiques permettant de fabriquer le sarin qui a tué 12 personnes dans le métro de Tokyo n'ont pas été saisis. La psychose de l'attentat au gaz de combat n'a pas disparu. Ce matin, un colis piégé faisait 2 blessés à la mairie de Tokyo. C'est peut-être la vengeance des fidèles de Shoko Asahara.
L'actualité en France avec tout d'abord la disparition de Gaston Pissonnier, l'un des dirigeants historiques du Parti communiste français, décédé ce matin à l'âge de 81 ans, membre du comité central pendant 45 ans et peu connu du grand public. Gaston Pissonnier avait tenu un rôle majeur dans l'appareil communiste, particulièrement à l'époque où le PC était très lié à Moscou. Le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné Jacques Médecin à 2 ans de prison ferme, soit la peine maxima prévue par le code pénal, 200 000 francs d'amende et 5 ans de privation de droits civiques. Cela pour abus de confiance dans l'affaire Nice Opéra. Sur place pour France 2, Dominique Verdeillan, Frédéric Faure. Image surréaliste. Le détenu Jacques Médecin, avant l'énoncé du jugement, donne depuis le box des prévenus une conférence de presse. Et l'ancien maire de Nice parle volontiers de la récente actualité politico-judiciaire. Je préfère le sort d'Arex au sort de Tapie. Je relis tout ce qui a été dit sur mon compte, écrit sur mon compte, publié, proclamé. Je suis saisi de vertige parce que je me dis que on est arrivé à faire de moi une espèce de monstre médiatique auprès duquel des gens qui, en apparence, sont infiniment plus coupables, passent pour des agneaux. 15 minutes plus tard, le visage est nettement moins souriant. Jacques Médecin est condamné pour abus de confiance à 2 ans ferme, 200 000 francs d'amende et 5 ans de privation des droits civiques. Condamné à 2 ans de prison pour les faits tels qu'ils étaient, s'ils étaient établis, c'est là une décision qui satisfait ceux qui veulent d'abord condamner un homme parce qu'il est un homme public. Jacques Médecin a effectué 18 mois de détention provisoire. Il est donc libérable dans le dossier Nice Opéra. L'ennui, c'est qu'il est sous le coup d'un mandat de dépôt pour une autre affaire qui sera jugée ici à Grenoble le mois prochain. Autrement dit, c'est donc depuis la prison de Saint-Quentin-Falavier dans l'Isère que Jacques Médecin devra suivre la campagne et les élections municipales de Nice. Et à Lyon, le procès d'Alain Carignon, Dauphiné News, a été reporté au 25 septembre. D'autre part, les magistrats ont resserré le contrôle judiciaire auquel est astreint l'actuel maire de Grenoble. Bernard Tapie, condamné hier à Valenciennes à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, ne dissimule pas son amertume. Dans une interview exclusive accordée à Benoît Duquesne, il explique pourquoi il hésite à faire appel de ce jugement. Ce qui me fait hésiter, c'est que plus ça va, à chaque fois, moins on croit à l'incroyable, et l'incroyable arrive toujours. Je me souviens quand on attendait le jugement de la Ligue de football pour la rétrogradation de l'OM en 2e division alors qu'on venait de gagner la Coupe d'Europe, tous mes amis, tous les observateurs disaient oh, jamais ils oseront, ils ont osé. Quand ça a été mon élimination du football, c'était à vie, ils ont osé. Et là, quand M. de Montgolfier a dit 6 mois ferme, tous ceux qui étaient là, témoins à l'audience, disaient c'est pas possible, on va pas mettre de ferme pour un problème de match de football et 250 000 francs. Et il a mis le double. Et là, la prison, vous y croyez? J'y crois. C'est-à-dire, je crois à la réalité d'un jugement qui est tombé et que si on ne trouve pas de moyens par le droit de nouveau de l'empêcher, je suis un citoyen comme tout le monde, je ne l'éviterai pas. Vous avez l'air abattu depuis hier. Parce que je n'ai pas organisé ma vie avec l'éventualité d'aller en prison. Je pense que quand on fait le choix de la délinquance, c'est une règle du jeu qu'il faut accepter. Bon, on fait des actes de délinquance, on se fait prendre, on va en prison, on se fait pas prendre. Mais moi, j'ai jamais fait de mal à personne, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Jamais. Il n'y a pas un homme au monde ou une femme au monde qui peut dire il nous a volé de l'argent. Donc je ne m'étais pas préparé à ça. Je m'étais préparé à plein de choses, mais pas à aller en prison. Et vous dites on m'en veut, on veut m'abattre. J'ai pas dit on m'en veut. Tout le monde sait que, évidemment, une société, elle est faite avec des structures, une élite, une organisation, des institutions. Et il est difficilement supportable que quelqu'un échappe aux règles classiques. Alors, quand la société va pas bien, on prend quelques symboles comme ça fait plaisir au peuple. En gros, on casse le thermomètre et on dit il n'y a plus de température. Vous prenez le cas de Le Pen. Toutes les institutions politiques françaises ne parlent que de Le Pen comme étant le mal. Et même ils vous disent Le Pen, oui, mais pas les électeurs. Sous-entendu, Le Pen passe sous un camion demain, c'est fini, il n'y a plus de problème de l'extrême droite. Ben, vous vous trompez. Si Le Pen passe sous un camion, l'extrême droite restera avec 10%, 12% de la population, et quand vous aurez tué Tapie, il restera encore des mecs qui sont dans la merde dans les banlieues. Le fait que votre condamnation intervienne là, la veille du départ de François Mitterrand, pour vous, c'est un symbole? Oh, c'est le hasard des calendriers, mais le fait que je suis un fan inconditionnel et que je sois resté, ça symbolise beaucoup, effectivement, pour quelques-uns, l'envie de fermer une parenthèse. Voilà.
Et l'autre chose, c'est vous comptez toujours jouer un rôle sur la scène politique au niveau national ou au niveau local à Marseille? C'est pas ma préoccupation, dans la limite où le rôle politique, vous ne le jouez que si les gens ont envie que vous le jouiez. C'est pas un parcours isolé seul. J'ai tout perdu pour faire de la politique. Je suis prêt à perdre encore davantage pour continuer, si ceux qui pensent que je dois le faire le pensent encore. Mais vous voulez régler des comptes, vous voulez m'en faire fous. perdre certains? Si vous saviez l'opinion que j'ai de ceux qui veulent me faire perdre, ça n'a aucune importance. Chronique judiciaire suite avec la condamnation du couturier Francesco Smalto pour proxénétisme aggravé à 15 mois de prison avec sursis et 600 000 francs d'amende. Et puis à Périgueux, le procureur a requis cet après-midi 12 à 15 ans de prison à l'encontre d'un professeur de mathématiques accusé d'avoir violé à plusieurs reprises la fille d'un collègue. Ciao PSG, Georges Weah, qui a signé 53 buts en 131 matchs, va quitter le club parisien et jouer la saison prochaine au Milan AC. Un contrat de 2 ans pour la modique somme de 32 millions de francs. Après 3 saisons PSG, Georges Weah commence à 28 ans une nouvelle carrière. Laurent Frédéric Bollet. Peut-être est-ce un chant d'adieu pour Georges Weah, ou alors le chant du renouveau. À 28 ans, Mr. George quitte donc le PSG pour le Milan AC. Un rêve et une consécration pour l'ancien ballon d'or africain venu du Libéria. Le Libéria, pays pauvre, souvent en guerre, qui s'est trouvé en sa personne un emblème. Le grand frère, c'est lui. Et à l'heure de ce transfert retentissant, on se souvient au PSG de tout ce qu'il a apporté. Quand vous côtoyez un garçon comme ça tous les jours à l'entraînement et que vous vous retrouvez face à lui, vous êtes obligé de progresser parce que si vous ne faites pas des efforts et si vous ne travaillez pas défensivement, il vous passera à chaque fois. Donc moi, ça m'a permis de progresser sur le plan défensif à son contact, ça c'est sûr. Weah, meilleur buteur de la Ligue des Champions cette année, aurait été transféré pour 37 millions de francs. Le PSG n'a pas pu le retenir et perd donc son attaquant vedette. C'est en tout cas une rentrée financière non négligeable pour le club, fruit d'une négociation serrée. On s'est réunis tous les trois hier à Cannes. Et puis au bout de 2 heures de négociation, tout le monde a fait des petits pas, voire quelques grands pas. Et ce qui fait qu'on a abouti à un compromis qui était satisfaisant pour Milan, pour Georges Weah, son nouveau contrat, et pour le Paris Saint-Germain dans le cadre du transfert. Il y a 3 jours, Georges Weah gagnait la Coupe de France avec le PSG. Ce matin, l'entraînement photo de famille et il n'était déjà plus là. Oui, il va falloir s'habituer à son absence. Comme promis, nous allons revenir longuement sur un premier bilan de la présidence de François Mitterrand. Je vous rappelle les termes du communiqué que vient de publier l'Élysée. François Mitterrand s'adresse par ce communiqué à ses chers compatriotes. Demain matin, je remettrai la haute charge que vous m'avez confiée au président de la République, Jacques Chirac. Je souhaite à ce dernier de conduire la France dans la paix et la justice. Je vous dis ma gratitude pour tout ce que je vous dois et je forme des vœux pour le bonheur de chacune et chacun d'entre vous. Pour sa dernière soirée à l'Élysée, François Mitterrand a eu droit, je vous le disais tout à l'heure, à une petite surprise. Tout de suite, nous retrouvons Marie-Pierre Farkas. Pas de slogan, pas de banderole, juste quelques roses et des sourires tristes. Une cinquantaine de fidèles anonymes étaient aux portes de l'Élysée pour un dernier hommage au président Mitterrand. Un mot d'ordre venu de nulle part les a rassemblés là à 19 h pour quelques minutes de silence et d'émotion paisible. Le protocole a soudain oublié ses lois et le cortège est entré dans la cour, le temps d'évoquer quelques souvenirs. Il y a 14 ans, c'était le début d'une grande histoire et qu'on ne voulait pas que cette histoire se termine sans nous, puisqu'au début de l'histoire, nous y étions. Je crois qu'on était là le premier jour, on a envie d'être là le dernier jour. Et ce n'est qu'au sourire de Danielle Mitterrand que tout le monde a compris que l'idée de cet hommage venait d'elle. Bonjour. Entrez dans les salons, là vous êtes dehors. Vous allez vous mettre à l'abri. Une sorte de cadeau surprise du dernier soir d'une grande dame à son mari président. Venez vous asseoir un peu à la... François Mitterrand va donc passer le relais demain à Jacques Chirac, élu le 7 mai 5e président de la 5e République. Une journée historique que vous pourrez vivre quasiment minute par minute grâce à France 2 à partir de 9 h 30 demain matin en direct de l'Élysée avec de très nombreux reportages et des invités spécialistes du protocole ou encore du fonctionnement du palais présidentiel qui répondront entre autres aux questions d'une douzaine de jeunes pour qui l'occasion de découvrir l'Élysée et les coulisses du pouvoir. Au total, 65 caméras
Opéra, 6 cars régies vous permettront de vivre cet événement comme si vous y étiez tout au long de la journée. Les membres du cabinet de François Mitterrand qui quittent donc leur bureau ont croisé les équipes de télévision qui installent un dispositif technique impressionnant sur les tout derniers préparatifs. Reportage Daniel Wolfrom, Philippe Deslandes. Monsieur, vous faites partie de l'Élysée? Non, on est indépendant. Prestataire de service? Oui. Qu'est-ce que vous installez là? Des praticables pour la presse. Donc c'est pas la première réception que vous faites? Non, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce que ça vous fait cette réception là particulièrement, vous qui en avez fait plusieurs? On a l'habitude, on vient ici un petit peu comme si on était chez nous. Chez nous, c'est cette immense salle des fêtes de l'Élysée, le lieu par excellence des manifestations importantes et au premier rang d'entre elles, la cérémonie d'installation de chaque nouveau président de la République. C'est la première fois que vous venez à l'Élysée, monsieur? Pas du tout. Non, vous venez souvent? Oui, beaucoup. Alors qu'est-ce que ça vous fait cette fois-ci, l'investiture de Jacques Chirac? Ça, vous savez, nous, que ce soit Jacques Chirac ou M. Mitterrand, on était toujours là. Tout le boulot qu'il y a à faire est sûr, on fait, quoi. Prudence des uns, la fuite, carrément pour d'autres. Il y a des difficultés particulières? Non, tout va bien, tout se présente bien? Non, mais vous n'avez pas le droit de me filmer là. Ah bon? Pourquoi? Non. Ne le faites pas. Ah bon, pardon. Et enfin, il y a ceux qui n'hésitent pas à dévoiler le fond de leur cœur. C'est un grand jour pour vous? Non. Un très grand jour. Ouais. Oui. Vous êtes depuis longtemps ici à l'Élysée? 25 ans. Et alors, à chaque fois, qu'est-ce que ça vous fait, l'investiture? Ça fait un petit chaud au cœur, quoi. Hein? Et le départ de François Mitterrand? Ça me fait beaucoup de peine. Voilà. Et l'arrivée de Jacques Chirac? On prend le président qui vient, c'est normal. Hein? Très bien. Tout à fait logique. Merci, monsieur. Nous allons donc revenir en détail maintenant sur le bilan de cette présidence Mitterrand en compagnie de nos 3 invités. Hubert Védrine, pour une soirée encore secrétaire général de l'Élysée, Michel Charasse, très proche collaborateur de François Mitterrand depuis des années, et Charles Mignon, sans doute probable futur ministre, nous verrons cela dans quelques jours, et actuellement président du groupe UDF à l'Assemblée. Première question, Hubert Védrine, vous êtes donc secrétaire général de l'Élysée. Comment s'est passé le passage de relais avec votre futur homologue probable, Dominique de Villepin? Vous travaillez de concert depuis combien de temps? Depuis le lendemain du second tour. Il n'y a eu aucun problème le verdict démocratique. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous voir et échanger des informations utiles pour cette passation de pouvoir. C'est la toute première fois sous la Ve République que entre le président sortant et le président élu et leurs collaborateurs, ça se passe de cette façon. Quelle est l'ambiance d'un mot à l'Élysée? Est-ce que vous allez trouver... Quand vous êtes arrivé à l'Élysée en 80, vous êtes beaucoup plaint de trouver des bureaux vides au point qu'il n'y avait même plus de trombone dans les tiroirs. Alors quel est l'état des tiroirs? On a constaté, les tiroirs sont pleins de papier à lettres, sont pleins de stylos, sont pleins de tout ce qu'il faut pour travailler dans la minute qui suit. Charles Mignon, on a le sentiment, on reviendra tout à l'heure sur la cohabitation, plus ou moins réussie, mais on a le sentiment cette année d'une passation de pouvoir nettement moins crispée qu'en 81. Je crois que c'est l'histoire qui le dira. Simplement en 81, ça a été une rupture. Je crois que lorsque François Mitterrand est arrivé à l'Élysée, il a voulu marquer une vraie rupture. Il avait comme slogan « Changer la vie ». Heureusement d'ailleurs, son slogan n'a pas été appliqué et on n'a pas en fait le bouleversement des structures qu'il avait annoncé dans son programme et qu'au contraire, peu à peu, la démocratie s'est apaisée et la République a retrouvé son rythme. On avait eu aussi un président sortant qui avait laissé un siège vide devant les téléspectateurs. Bien sûr, oui, mais je crois que c'est peut-être aussi le résultat du style de campagne et du comportement des électeurs et des soutiens aux candidats durant la campagne électorale de 81. Au total, François Mitterrand a eu, dans ses 2 septennats, usé 7 premiers ministres, dont 2 issus de la droite. Paradoxe, c'est l'homme qui a le plus durement combattu la constitution de la Ve République, qui a en quelque sorte solidifié les institutions. Récit Jean-Michel Mercurol. Mai 1981. Après 23 ans d'opposition, voilà François Mitterrand, président d'une Ve République, qu'il a dès l'origine violemment combattu. Il n'y voyait alors qu'exercice solitaire du pouvoir et monarchie républicaine. Pourtant, il n'eut de cesse de conquérir la place. 65, 74, 81. Il lui fallut 3 tentatives pour incarner enfin lui-même, après De Gaulle, ce régime qu'il avait tant décrié.
En fait, avec le succès de l'alternance, il vient conforter les institutions de la 5e. Installé à l'Élysée, dans le bureau même du général, le président Mitterrand laisse le gouvernement gouverner sous son autorité. En 14 ans, il ne changera rien à l'équilibre des institutions, dont il dit pourtant qu'elles étaient dangereuses avant lui et qu'elles le redeviendraient après lui. Mais quand un président de gauche, légitimé par le suffrage universel, voit quelques années plus tard le suffrage universel élire une assemblée de droite, alors ce président invente la cohabitation. Je forme des vœux pour que la majorité nouvelle réussisse dans l'action qu'elle est maintenant en mesure d'entreprendre selon les vues qui sont les siennes. Les prérogatives et les compétences du président de la République, telles qu'elles sont définies dans la Constitution, sont intangibles. Pour la seconde fois, François Mitterrand vient d'éprouver la souplesse et la solidité de la Constitution. Pour peu que les protagonistes le veuillent, un président et un Premier ministre opposés peuvent coexister sans trop se nuire, ni pour autant être obligés de co-gérer. De fait, parce qu'il n'y fut pas mêlé, François Mitterrand briguera un second mandat contre la gestion de son Premier ministre. La question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Une seconde élection au suffrage universel, De Gaulle n'eut pas tant d'honneur. Mais à force d'hésiter entre quinquennat et septennat non renouvelables, François Mitterrand fut presque surpris d'être le seul président de la 5e à accomplir 2 mandats successifs. Lassitude, usure du pouvoir, poids du chômage, en 93 c'est la déroute socialiste aux législatives, le retour en force de la droite, une 4e alternance parlementaire pour François Mitterrand qui se résout à une seconde cohabitation. Vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Cette volonté sera scrupuleusement respectée. Le second Premier ministre de la cohabitation prétendra lui aussi à la succession de François Mitterrand. Affrontement entre deux gaullistes, finalement, Jacques Chirac l'emporte. Mitterrand, l'anti-de Gaulle, lui transmet intact l'héritage d'un régime dont il ne voulut pas parce qu'il brimait le Parlement. Rendre à l'Assemblée son pouvoir, insiste aujourd'hui encore François Mitterrand, il le dit, il ne l'a pas fait. Charles Millon, est-ce que le plus grand apport politique de François Mitterrand n'a pas été d'avoir fait précisément entrer l'alternance dans les mœurs politiques françaises et de mettre en quelque sorte fin à une guerre civile larvée? C'est exact, le plus grand apport de François Mitterrand, c'est d'avoir habitué les Français à l'alternance et ainsi à faire accepter la Ve République par tous les Français. Et ceci est d'autant plus étonnant que dans son ouvrage Le coup d'État permanent, François Mitterrand critiquait jusque dans le moindre détail la Ve République et considérait d'ailleurs que le général de Gaulle avait pris le pouvoir suite à un coup d'État légal, disait-il, mais un coup d'État. Or, c'est le paradoxe de l'histoire, c'est lui qui aura permis aux institutions de la Ve République de devenir pérennes et d'être acceptées par toute la classe politique. Est-ce que vous reprendriez l'expression de Philippe Séguin qui parlait de démocratie apaisée? Est-ce que vous avez été touché par les images presque de complicité des deux hommes lors des cérémonies du 8 mai? Tout à fait, je crois que maintenant nous sommes rentrés dans une démocratie apaisée, je l'ai dit tout à l'heure. D'abord, il y a eu la purge des idéologies. La campagne de 1981, vous le rappeliez, avait été une campagne dure, qui avait été très idéologique. Or, celle de 1995, dont on sort, est une campagne qui était beaucoup plus proche du citoyen, de la société française. Et deuxièmement, les idéologies qui étaient des idéologies de combat ont disparu au profit de batailles d'idées ou de batailles de programmes, sans qu'il y ait cette confrontation qui parfois était même insupportable. Michel Charasse, je vous vois prendre des notes fébrilement. Non, c'était ce que je voyais. Ah bon. Alors dans un entretien à La Montagne, un journal qui vous est cher, Auvergnat, vous dites que vous avez été une sorte d'agent de liaison des deux cohabitations. Certains livres parus très récemment donnent une version très sombre des années 86-88 de la cohabitation entre messieurs Chirac et Mitterrand. Est-ce que vous avez partagé cette vision très sombre?
Non, d'abord, je ne sais pas de quel livre vous parlez, parce que je dois dire que l'un des grands succès du président Mitterrand, ça aura été les succès de librairie de la part de tous ceux qui ont écrit sur lui pendant tant d'années et qui ont donc, grâce à lui, gagné beaucoup d'argent. Mais je ne sais pas donc de quel livre il s'agit. Vous avez vécu ça au cœur de l'État, à l'Élysée. Est-ce que franchement, les relations entre Jacques Chirac et François Mitterrand étaient aussi dégradées qu'on l'a dit? Non, je crois qu'on exagère beaucoup. Charles Millon se souvient certainement que le message que le président de la République a adressé au Parlement tout de suite après l'élection de la majorité de 86, c'était toute la Constitution, rien que la Constitution, point. Et le président s'est tenu pendant les 2 années de cohabitation à cette conduite. Le Premier ministre également, puisqu'on l'a vu tout à l'heure en rappel et en écho. Par conséquent, les rapports ont été, sur le plan institutionnel, tout à fait normaux. Bon, bien entendu, à une certaine époque, lorsque les 2 têtes de l'exécutif, si je puis dire, se sont révélées candidates, les choses auraient pu se dégrader très fortement. Ça n'a pas été le cas. Je ne sais pas si Hubert a conservé ce souvenir. Moi, je n'ai pas conservé un souvenir particulièrement difficile. Simplement, quand le président de la République en exercice et le Premier ministre en exercice sont candidats tous les 2, pendant les 2 ou 3 mois de campagne électorale, on ne se sourit pas forcément tous les jours. Mais je crois qu'ils ont eu à cœur l'un et l'autre de faire fonctionner la République et l'État. Hubert Védrine, est-ce que vous avez senti une différence, vous qui avez vécu les 2 cohabitations, entre celle de Jacques Chirac et celle d'Édouard Balladur? Il y a une différence de style, et puis il y a la différence principale qui est que quand la seconde est arrivée, ça avait déjà eu lieu, alors qu'avant la première fois, on ne savait pas si c'était possible. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, en fait, c'est que avant que ça se soit présenté, on ne savait pas, en France, si dans le cadre de cette constitution de la Ve République, les responsables au plus haut niveau trouveraient une solution dans l'intérêt supérieur du pays, dans l'hypothèse où les électeurs voteraient dans 2 sens différents à propos de 2 mandats parfaitement légitimes, le président, l'Assemblée nationale, et pour des durées qui ne coïncident pas. Dès lors que la réponse a été apportée, on ne peut plus faire, et c'est extrêmement heureux pour l'avenir du pays, comme si ça n'avait pas été trouvé, cette solution. Permettez, je crois que ce qu'on peut dire, en complément de ce que vient de dire Hubert Védrine, c'est que pendant 23 ans, on nous a expliqué que sous la Ve République, le régime était bâti d'une telle manière qu'il ne pouvait pas y avoir, au fond, un président de la République qui n'ait pas la majorité parlementaire ou inversement, ou la majorité qui ne corresponde pas au président de la République. Et je crois que le grand mérite de la période 81-95, ça a été de montrer que c'était possible et que l'alternance était possible et qu'il n'y avait pas le drame décrit par exemple par le président Giscard d'Estaing à Verdun-sur-le-Doubs, je crois, quand il avait dit faites le bon choix, sinon ça va être un drame absolument affreux. Et je crois que tout ceci fait beaucoup dans la démocratie apaisée, mais ce qui fait aussi beaucoup dans la démocratie apaisée, pardonnez-moi d'être un peu long, mais 14 ans, ça s'explique pas comme ça en 3 secondes, c'est que je crois que l'histoire retiendra que le président Mitterrand s'est attaché, compte tenu de la conception qui était la sienne des institutions au départ, a créé beaucoup de contre-pouvoirs. Ça a été la décentralisation, ça a été le CSA, ça a été, bon, je pourrais multiplier les exemples, et de ce point de vue-là, il a partagé le pouvoir assez largement pendant 14 ans. Du point de vue institutionnel. Je voudrais d'abord faire une rectification. C'est pas le président de la région Rhône-Alpes qui va dire le contraire. Je voudrais faire une rectification. La personne qui a commencé à faire évoluer notre démocratie vers une démocratie apaisée, c'est Valéry Giscard d'Estaing, car à Verdun-sur-le-Doubs, si vous avez bonne mémoire, il prévoyait la cohabitation. Il disait je porterai la cohabitation. Donc je crois qu'il faut quand même le souligner, c'est que si après il y a eu l'évolution vers une démocratie apaisée, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui le premier en a lancé les grandes lignes. L'un l'a prévu et l'autre l'a fait. Allez, nous allons reprendre ce débat dans un instant, surtout lors du premier septennat. En tout cas, François Mitterrand aura initié beaucoup de réformes importantes, l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, on en parlait, ou encore le bouleversement du paysage audiovisuel, sans compter les réformes sociales. Bon gré mal gré, François Mitterrand a été amené à réconcilier une gauche encore assez idéaliste avec les dures contraintes économiques d'un environnement libéral. Yannick Le Tranchant. François Mitterrand à Liévin, pays minier. C'était en novembre dernier, le président y retrouve ce peuple de gauche qu'il dit ne jamais avoir abandonné. François Mitterrand qui en 2 septennats aura définitivement converti les socialistes au libéralisme, à l'économie de marché. 1981, l'état de grâce. Au lendemain de la victoire, c'est le programme de l'Union de la gauche qu'il s'agit d'appliquer, changer la vie.
Lois et décrets vont alors se succéder. Les 39 heures payées 40, la revalorisation du SMIC et des allocations familiales, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, le plus grand train de mesures sociales depuis la libération. Mais l'état de grâce ne dure qu'un temps. Lors du sommet du G7 à Versailles en 82, la France est isolée. Ses hôtes ne jurent que par le capitalisme et la rigueur. La France va alors rentrer dans le rang. Blocage des prix et des salaires, dévaluation du franc, l'austérité succédera à la rigueur. 2 ans après son arrivée au pouvoir, François Mitterrand a donc négocié le changement de cap. C'est la conversion au réalisme économique. François Mitterrand va alors assumer les douloureuses restructurations en 83 et 84 dans les mines, la sidérurgie, les chantiers navals. Les grèves n'y changeront rien. C'est, dit-on, le prix à payer pour redevenir compétitif, même si la potion est amère. C'est la conversion à l'entreprise qui en 81-82 est d'abord à nationaliser. L'entreprise qui entre 86 et 88 est à privatiser, c'est l'époque de la cohabitation. En 88, en campagne pour sa réélection, François Mitterrand prônera le ni-ni, ni privatisation, ni nationalisation. 1981, la bourse en état de choc, la gauche fait peur. Contre le socialisme, les milieux financiers glorifient l'esprit d'entreprise. Nous voilà dans les années fric. Le profit réhabilité, François Mitterrand suit le mouvement et rassure, maîtrise de l'inflation et politique du franc fort. La France est devenue bonne élève, mais la médaille a son revers. Le candidat Mitterrand faisait de l'emploi sa priorité. Aujourd'hui, l'échec tient en une courbe. 1 793 000 demandeurs d'emploi en 81. Le chiffre a depuis presque doublé. Une expression est apparue, le traitement social du chômage, TUC, RMI et CES. Le chômage, source d'exclusion. Un long chemin en 14 ans, l'histoire d'une mutation économique et sociale, presque une révolution. Charles Millon, nous n'allons pas bien sûr refaire ce soir la campagne électorale, elle vient de se terminer. D'un mot pour l'opposant que vous êtes, quel a été le plus grand échec de ces 2 septennats et s'il y en a un, la plus grande réussite? D'un mot. Le plus grand échec, c'est la fracture sociale qu'on est obligé aujourd'hui de réduire avec la montée du chômage, la montée de l'exclusion. L'expression « les nouveaux pauvres » est apparue en 1982, avec une politique du logement qui n'a pas été à la hauteur des demandes, avec une politique de l'aménagement du territoire qui n'a pas suivi les souhaits des dirigeants. Donc le grand échec, c'est la fracture sociale. Et la réussite? La réussite, c'est l'acceptation de la France dans l'Europe. C'est-à-dire en 1983, quand François Mitterrand a refusé de suivre les avis d'un certain nombre de ses conseillers qui lui disaient de quitter le serpent monétaire, ce jour-là, il a fait rentrer la France définitivement dans l'Europe. Hubert Védrine, vous avez suivi de très près tous les dossiers économiques et sociaux à l'Élysée. Je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit, quand on parle de cette période, que l'économie est devenue mondiale et que les dirigeants français, c'était vrai à ce moment-là, ça sera vrai dans la prochaine décennie, ont à faire face à toute une série de partenaires dont les orientations ne sont pas neutres. Et tout le travail qui a été fait par les législatures de gauche dans cette période, les 2 fois 5 ans, ont eu lieu alors que nos partenaires européens et occidentaux étaient presque tous thatchériens ou réganiens, pour parler vite. C'est-à-dire acquis un libéralisme dur et ne considérant absolument pas qu'il fallait protéger des acquis sociaux et même les augmenter. Ce qui fait que tout ce qui a été fait dans ces périodes a été fait, je crois, avec énormément de mérite et contre, disons, des vents contraires. Alors, naturellement, ça ne veut pas dire que de problèmes immenses ne restent pas à régler. Mais il ne faut jamais oublier ce contexte, et d'ailleurs, ce contexte saura se faire rappeler à toute époque. Vous venez de parler du contexte européen, même ses adversaires les plus ardents le reconnaissent. En un demi-siècle de vie politique, François Mitterrand a toujours été un militant passionné de la cause européenne. La France est notre patrie, l'Europe notre avenir, répétait-il souvent. En 14 ans, le monde a beaucoup bougé, surtout à l'Est et au Proche-Orient. Toute l'action diplomatique de François Mitterrand a tourné autour d'une idée, la paix, avec une méthode, le dialogue. Didier Pelbaum.
Il appartient, je le redis, aux Palestiniens comme aux autres, de quelque origine qu'ils soient, de décider eux-mêmes de leur sort, à l'unique condition qu'ils inscrivent leurs droits dans le respect du droit des autres, dans le respect de la loi internationale et dans le dialogue substitué à la violence. Il ne peut pas y avoir de paix dans un monde où les 2/3 des êtres humains n'ont pas accès au minimum vital. Une idée simple gouverne la pensée de la France. Il faut que la guerre demeure impossible et que ceux qui y songeraient en soient dissuadés. J'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, ses vertus, son courage. Et peu m'importe son uniforme, et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. Ils étaient courageux. L'Europe, nous la faisons, nous aimons nos patries, restons fidèles à nous-mêmes, relions le passé et le futur, et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin, à ceux qui vont nous suivre. Hubert Védrine, avant d'être secrétaire général de l'Élysée, vous avez été conseiller diplomatique de François Mitterrand au début du septennat. Vous avez vécu de très près tous ces événements. Je voulais simplement vous demander quel est pour vous le plus marquant, celui qui vous aura le plus marqué. J'ai envie de vous répondre un peu à côté de la question, qui est que ce qui m'a marqué, c'est pas tellement un événement, il y a eu des événements considérables, parce que pendant cette période, la France, le président de la République, François Mitterrand, a eu à affronter de très grandes crises, comme le terrorisme, comme le Tchad, comme le Liban, comme beaucoup de crises de toutes sortes, la guerre du Golfe. Mais ce qui m'a frappé, c'est la ténacité dans la continuité. Parce que la politique étrangère de François Mitterrand nous a permis de passer d'un monde à l'autre. Elle commence avec le conflit Est-Ouest, et elle se poursuit jusqu'à maintenant dans ce monde de l'après-communisme, et avec un fil conducteur qui n'a jamais varié, qui est la construction d'une Europe plus unie, plus forte. À certains moments, ça a avancé vite. À d'autres moments, il a rencontré des obstacles. Il y a eu parfois des partenaires qui étaient de formidables soutiens, et la relation entre le chancelier Kohl et lui-même a été quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire des relations bilatérales. Mais c'est ça le fil conducteur. Et chaque fois qu'un orage, parce qu'on rencontre des orages dans la conduite d'une politique étrangère d'un grand pays, était franchi, aussitôt cette volonté se remanifestait, et ça n'a cessé d'être l'action, la pensée dominante sur ces 14 années. Et au fond, plus qu'un événement particulier, qui est spectaculaire, mais qui au fond se termine à un moment donné. C'est cette force permanente qui m'a, moi-même, là où j'étais, le plus impressionné. D'un mot, précisément, vous faisiez allusion à ce couple Mitterrand-Kohl qui a tenu malgré toutes les tempêtes, et pourtant, ce n'était pas évident au niveau des personnalités, de la politique. Alors, ils se sont vraiment très bien entretenus tout de suite, ou nécessité a fait loi? Ils se sont rencontrés, et ils ont tout de suite une conscience très élevée des responsabilités qui leur incombaient, là où ils étaient, et tout de suite, ils ont eu à affronter une première crise, qui était cette menace que faisait peser sur l'Europe de l'Ouest les SS-20 soviétiques, qui avaient été ajoutés sans aucune espèce de motif par l'URSS, uniquement pour terroriser. Et c'est la réponse donnée en commun et assumée en commun qui, je crois, a cimenté cette amitié dès le début, et qui leur a permis ensuite d'être un moteur, d'entraîner, de relancer naturellement en recherchant la concorde et l'accord de tous les autres partenaires européens dont le nombre s'accroît au fur et à mesure de cette histoire-là. Charles Millon, même motif, même punition. L'opposant que vous êtes, qu'est-ce qu'il retient, encore une fois, rapidement? Actuellement, je suis dans la majorité. L'opposant. J'ai été opposé, oui. Qu'est-ce que vous retenez d'essentiellement positif et d'essentiellement négatif dans la politique étrangère menée par François Mitterrand depuis 14 ans? Si vous le permettez, je vais m'associer à l'éloge d'Hubert Védrine à propos du discours sur le Pershing. Je crois que ça a été une date importante lorsqu'on a vu François Mitterrand aller devant le Bundestag et prendre parti
contre la politique de l'URSS de l'époque, qui était une politique de menace et de domination. Par contre, je crois qu'il a été en décalage durant ces 2 septennats par rapport à l'évolution européenne. Il n'avait pas prévu la chute du mur de Berlin. Il ne l'a absolument pas prévu, et il a raté une occasion, il a fait rater une occasion à mon avis à la France. Et deuxièmement, il n'avait pas prévu la réunification allemande. Non seulement il ne l'avait pas prévu, mais on le sentait presque réticent. Or je crois que c'est en fait 2 événements qui ont été essentiels, non seulement qui ont été essentiels, mais qui éclairent ensuite la construction européenne. Et puis enfin, si j'ai une 3e critique, c'est la critique par rapport à l'élargissement et l'approfondissement. Il a privilégié l'élargissement sans qu'il y ait eu approfondissement préalable de l'Europe, et que je crois qu'on nous mettra longtemps à rectifier cette erreur de tir. Un mot, Hubert Védrine. Naturellement, mon témoignage ne va pas dans ce sens, parce que je pense que c'est même pendant ce second septennat, et au moment où les changements à l'Est, introduits par l'action de M. Gorbatchev, se sont manifestés à propos de l'Allemagne, qu'on a vu la puissance et la solidité de cette relation franco-allemande, car cet événement qui, pendant des années et des années, pour pas dire des décennies, aurait pu apparaître comme destiné à déstabiliser toute la construction européenne, eh bien, il a été géré, il a été accompagné, il a été encadré à travers une relation très forte, extrêmement intelligente. C'est le plus bel exercice d'intelligence collective que j'ai vu se manifester à propos d'un événement aussi grave que celui-ci. Et cette relation entre le président Mitterrand, le chancelier Kohl, le président Bush, le président Gorbatchev, à ce moment-là, a permis non seulement de franchir sans encombre cette période, avec naturellement les tâtonnements nécessaires pour savoir quelle était la bonne solution. À un moment donné, les Allemands eux-mêmes ne savaient pas exactement ce qu'ils voulaient faire, mais c'est à partir de là que l'idée de la relance naît de l'Europe monétaire, idée après laquelle on courait depuis très longtemps, depuis le premier sommet européen réuni par le président Pompidou, et la relance de l'union politique. Et le traité d'union, qui est un instrument qui est aujourd'hui à notre disposition, il prend naissance dans cette réaction commune à cet événement. Alors, j'entends dire parfois ça a été mal traité. Si ça avait été bien traité, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire d'encore mieux par rapport à ça. Et maintenant, on a cette base pour avancer. Voilà en tout cas mon témoignage. François Mitterrand s'est également beaucoup impliqué dans le conflit du Proche-Orient, en multipliant sans se lasser les tentatives de conciliation ou de réconciliation entre les frères ennemis, israéliens et palestiniens. Je vous propose d'entendre les réactions de Shimon Peres et de Yasser Arafat. Je pense que Mitterrand est vraiment un ami du monde juif, le peuple juif. Pour lui, Israël, c'est un État juif. Mais parmi les leaders français, lui a vraiment un sentiment profond et sérieux pour l'histoire juive, pour les personnalités juives, pour le rôle du monde juif dans l'histoire et dans la politique. Je le considère comme l'un des leaders internationaux qui s'est battu pendant de longues années pour la paix et pour la liberté pour toutes les nations et pour le monde entier. Il a joué un rôle très important au Proche-Orient, tout spécialement. Et je voudrais lui dire du fond de mon cœur, thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Particularité des derniers gouvernements socialistes, la présence d'un secrétaire d'État aux grands travaux. François Mitterrand a en effet été un président bâtisseur, 36 projets en province et 11 à Paris, parfois très spectaculaires. Commentaire Jean Pézieux. En 1981, quand François Mitterrand est élu président pour la première fois, le Louvre n'a rien d'un palais.
François Mitterrand décide d'en faire partir le ministère des Finances et de rendre sa gloire au Louvre en le consacrant entièrement au musée. Le Grand Louvre avec sa pyramide est le symbole des grands travaux, le seul que François Mitterrand aura accompagné pendant ces 2 septennats. Quant au nouveau ministère des Finances, il sera situé à l'est de Paris, comme la plupart des grands travaux. En observant les grands travaux, on constate qu'ils ont chacun un style différent. Peut-on dire qu'il y a un style Mitterrand? Il n'y a pas de style Mitterrand. Il ne peut pas y en avoir. Ouais. Est-ce que c'est pas dommage? Parce que ça m'est arrivé de le regretter. Les décisions sont prises par des jurys. Oui. Il y a des règles très strictes. Finalement, ce ne sont pas toujours les projets qui m'auraient plu qui ont été adoptés. Ceux qui ont été adoptés, je ne jette la pierre à personne. Les jurys ont été très consciencieux et certainement plus compétents que moi. La Tête Défense et l'Institut du monde arabe ont été lancés par les prédécesseurs de François Mitterrand. Il en a conservé l'idée, mais changé d'architecture. Pour la Cité des Sciences et le musée d'Orsay, en revanche, les projets ont été poursuivis tels quels. Les grands travaux parisiens ont coûté 30 milliards, dépenses jugées somptuaires par certains. Réponse de François Mitterrand, ils ont créé 10 000 emplois par an pendant 15 ans. Les grands travaux seront-ils jugés plus importants que l'œuvre politique du président sortant? Certains l'affirment. François Mitterrand répond, c'est la postérité qui décidera. La formule est de François Mitterrand lui-même, je fais partie du paysage politique de la France. Lors de la présidentielle de 88, les affiches électorales mettaient en avant les jeunes de la génération Mitterrand. Alors quel regard ces jeunes portent-ils sur ces 2 septennats? Un début de réponse avec ce reportage de Vincent Guérard. Songez que les enfants de 15 à 20 ans, c'est depuis qu'ils ont conscience de la vie politique de leur pays, ils n'ont jamais vu que moi, je serais à leur place, je serais un peu lassé. Ils n'ont donc connu que lui. Alors, 14 années de relations attentionnées et intéressées laissent-elles encore la place au sens critique? À mon avis, il a essayé de faire plaisir aux jeunes, d'être proche des jeunes. Bon, il n'a peut-être pas toujours réussi, mais je pense qu'il a essayé, c'est déjà ça. Est-ce que vous avez un souvenir précis de quelque chose qu'il aurait fait pour les jeunes? L'AFM. Mitterrand, pour moi, c'est le projet du Grand Louvre. C'est plus au niveau culturel. Moi, je ne le vois pas tout seul, Mitterrand. Face aux jeunes, je le vois avec Jack Lang. Bon, sur le plan national, c'est vrai qu'il y avait la crise, donc il a peut-être échoué quelque part, mais je crois pas que c'est pas vraiment entièrement de sa faute, à mon avis. Toutes les mesures sociales qu'il n'a pas tenues, c'est quand même 14 ans qui sont marqués par l'exclusion, notamment la montée du chômage, qui est quand même un thème socialiste fort, la lutte contre le chômage. C'est dur de donner une image sur un président qui est resté 14 ans au pouvoir. C'est une image qui a totalement évolué. C'est-à-dire que moi, je sais que Mitterrand, en 81, c'était l'image de la gauche. C'était mes parents qui ont ouvert le champagne le soir de son élection. Ça a été beaucoup de joie, ça a été beaucoup d'espoir avec lui. Bon, mais maintenant, à la fin de son septennat, Mitterrand, c'est aussi quelqu'un qui apparemment a eu à voir quelque chose avec le pétinisme. C'est quelqu'un qui a eu à voir avec des affaires un peu glauques. Donc, une image précise de Mitterrand, je pourrais pas. C'est le président de la gauche, celui qui a aboli la peine de mort, qui a fait la carte de séjour de 10 ans pour les immigrés. Je pense que sur un certain nombre de questions, il a manqué de courage. Moi, quelque chose qu'il a réaffirmé à plusieurs reprises, c'était la question du droit de vote des étrangers. Il a dit plusieurs fois qu'il était d'accord, qu'il était pour, mais il n'a jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. J'ai eu des doutes, mais pas seulement par rapport à la question de la jeunesse. Quand il a parlé de seuil de tolérance, j'ai eu des doutes. Quand il a soutenu la guerre du Golfe, j'ai eu des doutes. Notamment, je crois qu'on aurait pu avoir une vraie politique peut-être plus ambitieuse concernant l'intégration, notamment le développement dans les quartiers, etc. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites, qui sont des choses positives, mais peut-être qu'on aurait pu avoir une politique peut-être plus ambitieuse. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à lui reprocher, mais je pense que ce qui domine, c'est pas les regrets.
Michel Charasse, dans le passif, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'échec du chômage et son corollaire, la montée des exclusions, et puis il y a peut-être aussi certaines désillusions, on vient de l'entendre, et surtout peut-être une forme de crise morale due aux affaires financières ou autres. Un jeune parlait d'affaires glauques. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle influence ça a pu avoir sur le déroulement du septennat selon vous? Cette émission est naturellement très rapide et on peut difficilement aller au fond des choses. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que d'une manière générale, pendant ces 14 ans, je crois que le président est resté très populaire quand même chez les jeunes. Il a été pour eux la marque d'une certaine libération à travers la politique culturelle, l'action de Jacques Lang, les radios libres, tout ce qu'il a fait dans le cadre de la lutte contre le racisme. Tout ça, ce sont des questions qui ont touché la jeunesse de notre pays. Et dans les témoignages qu'on entendait ce soir, il y avait des gens qui étaient certainement très jeunes en 1981, qui ont gardé comme ça de vagues souvenirs, mais il n'y avait pas de méchanceté ou un peu de déception peut-être dans certaines déclarations, mais je crois qu'il reste quand même très, très populaire et estimé par la jeunesse de ce pays. Pour le reste, qu'est-ce qu'on nous raconte? Quelles affaires glauques? De quelles affaires glauques cette jeune fille a-t-elle entendu parler dans lesquelles le président aurait trompé? Non mais tout ça, c'est des rondis. Non mais attendez, dans la vie, il faut être précis. Le président n'a trempé dans aucune affaire glauque. Non, mais attendez, si on doit se lancer dans ce genre d'accusation, c'est très grave. D'un quart d'heure, oui. Non, très bien. Bon, tout ça, c'est les campagnes de presse qui se sont succédées parce qu'il se trouve que la France a été envahie à une certaine époque par une accumulation d'affaires, de droite et de gauche d'ailleurs, qui était, et Charles Millon ne me contredira pas, je pense, qui était la conséquence de ce que moi j'appelle l'américanisation de la vie politique et des campagnes électorales à une certaine période où il fallait alimenter les caisses des partis politiques qui faisaient des dépenses absolument astronomiques pour faire des affichages 4x4 qui coûtaient un argent fou, etc. etc. Bon, voilà. Mais le président lui-même n'a jamais trempé dans ce genre de choses et je trouve cette jeune fille mal informée ou très injuste, plutôt sans doute mal informée. Mais il faudra aussi qu'on fasse un jour dans le bilan la manière dont la presse a informé les Français. Ça sera aussi une bonne chose de voir comment la liberté de la presse, qui a été donnée très largement pendant ces 14 années, y compris sur les radios, les télévisions et tout, aura abouti à la formation de la conscience populaire. Ça fait partie du bilan, ça aussi. Charles Millon, je voudrais d'abord préciser que je ne juge pas l'homme François Mitterrand, car je crois que ça a été un grand homme, un homme d'État qui marquera son temps. Je juge l'action politique. Je crois que c'est important de les distinguer, car je ne voudrais pas tomber dans ce genre de polémique personnelle que certains entretiennent. Je crois que les 14 ans de Mitterrand se sont traduits par le discrédit de la vie politique. Je regrette de le dire à Michel Charasse. Et d'ailleurs, ça se traduit électoralement parlant. C'est la montée du néo-populisme ou du populisme, avec une montée de l'extrême droite, comme jamais on l'a eu, avec des thèmes sur les affaires, la corruption, la non-séparation des pouvoirs, la confusion des intérêts. Il y en a eu avant, mais je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu avant, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas après. Je dis que ça a été un des thèmes dominants des deux septennats, et que s'il y a eu tant de jeunes qui ont défilé le soir de l'élection de Jacques Chirac, c'est parce qu'ils aspiraient, et ils aspirent aujourd'hui, à une clarté politique qui avait quelque peu disparu durant ces 14 années. Et qu'il faudra que tout le monde sache faire. Bien sûr. D'accord. Je propose de terminer par des questions un tout petit peu plus personnelles avant d'en antenne et de voir un très beau reportage sur les lieux fréquentés par François Mitterrand. Hubert Védrine, vous êtes diplomate, froid, je voulais simplement, parce qu'un diplomate c'est toujours froid, je voulais tout simplement vous demander si... Parler par phrase constituée d'avance. Si ce soir, alors que vous allez quitter vous aussi votre bureau de l'Élysée demain, je voulais simplement vous demander si vous étiez ému. Oui, je suis ému, c'est un moment de légitime émotion, même si on y est préparé depuis longtemps. Mais on l'accepte, c'est un grand moment en même temps de la République et de la démocratie. Il faut le prendre comme il vient, à l'heure où il vient. Vous avez vécu avec François Mitterrand, aux côtés de François Mitterrand, énormément de moments historiques à l'étranger, en France. Question pas très originale, mais quel est le souvenir que vous garderez de ces 14 ans? J'ai déjà refusé de répondre tout à l'heure, parce que comment voulez-vous que je choisisse? Il y en a bien un qui, il y a des moments de joie effervescente, c'est mai 81, puis c'est mai 88, il y a des moments de danger, c'est par exemple l'aller-retour à Beyrouth, après l'attentat du Drakkar. Il y a des moments complètement inconnus, qu'on ne pourrait pas raconter comme ça à l'image, c'est pas commode, qui sont des moments de certaines réunions, de certaines négociations, de certains conseils européens, de certains grands sommets,
ou à 1h du matin ou 2h du matin face à un texte, on se dit, là, ça y est, on a franchi un pas et à partir de là, les choses seront différentes et on va bâtir cette fameuse cathédrale, la métaphore qu'il emploie souvent, à partir de plus haut. Et c'est des moments qui passent inaperçus souvent, qui n'accrochent pas l'attention du moment. Et il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Michel Charasse, une fois François Mitterrand m'a dit « Je suis comme tout le monde, quand je suis fatigué, j'engueule ma secrétaire ». Est-ce que François Mitterrand était un patron difficile? Non, il était un patron attentif et exigeant. Attentif aux problèmes de la vie quotidienne de ses collaborateurs, et en même temps exigeant. Il a raison, ça a été l'exigence a été la conduite de sa vie, en tout cas pendant les 14 années qu'il a passées à l'Élysée, et donc tous ses collaborateurs l'ont ressenti comme tel. Il répète beaucoup en ce moment qu'il n'éprouve ni nostalgie ni mélancolie. Est-ce qu'il est vraiment sincère? Oui, enfin, j'ai la conviction qu'il l'est parce qu'il s'était fixé un terme. Il savait, comme disait Hubert il y a un instant, cette échéance n'était pas imprévisible. Il la connaissait depuis pas mal de temps déjà, pratiquement depuis 1988, depuis sa réélection. Et par conséquent, effectivement, il ne nous a pas donné l'impression tous ces jours-ci de partir avec regret, avec tristesse. Et je crois qu'il part avec le sentiment de quelqu'un qui, bien ou mal, l'histoire le dira, a fait son devoir, a fait son métier, a fait son travail, et est venu tous les jours à sa tâche et a fait du mieux possible. Demain, en fin de matinée, après avoir quitté l'Élysée, il va rendre visite au Parti Socialiste, au siège du Parti Socialiste. Et après, est-ce que vous savez ce qu'il fera, par exemple, demain après-midi? J'ai une idée. Vous le savez, mais vous ne nous le direz pas. Non. Voilà. C'est sa vie privée. C'est la vie privée qui commence. Toute dernière question, Charles Millon. Pour Georges Pompidou, François Mitterrand était un aventurier. Philippe Séguin a parlé avant-hier d'une personnalité immense. Quel est votre sentiment à vous? Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est un homme d'État d'exception. On peut l'aimer, on peut le critiquer, mais qui aura marqué en fait cette période. Personnellement, j'ai été un opposant durant 14 années. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudra rectifier. Je crois que François Mitterrand avait des qualités d'homme d'État. Merci. François Mitterrand n'a jamais voulu, en tout cas, être prisonnier de l'Élysée et renoncer à sa liberté, à commencer par celle, entre autres, de flâner dans les rues de Paris, de Venise ou encore de Florence, de rendre visite régulièrement au temple de Haute-Égypte ou de retrouver tout simplement le silence de sa bergerie landaise. Geneviève Moll. Les heures et les fastes de la République. À l'Élysée, François Mitterrand en a été comblé. Le palais, édifié pour le compte d'Évreux sous Louis XV, a été l'un des lieux de prédilection du chef de l'État. Pourtant, dès qu'il en a eu l'occasion, il s'en est échappé, pour retrouver d'abord ce qu'il aime par-dessus tout, les lieux de son enfance. Je suis né, j'ai vécu mon enfance en Saintonge, en Charente. C'est un de mes paysages. Et il sera marqué à jamais par les vastes paysages de la Saintonge, ses horizons multiples, ses vignes à l'assaut des coteaux, ses fleuves lents qui partent vers la mer. Et par cette maison natale de Jarnac dans laquelle, inlassablement, il est revenu avec ses frères et ses sœurs. Et il adore montrer la chambre dans laquelle il est né. C'est la chambre de mes parents et ma mère a couché de 7 enfants sur 8 ici. La mère qui est le 8e est née à Angoulême. Oui, c'est tout à fait traditionnel, hein. Mais il y a surtout, aux confins de la Charente et de la Dordogne, Touvent, la grosse ferme du grand-père Jules Laurin, où, jusqu'à l'âge de 10 ans, il a vécu les rêves d'un enfant émerveillé par le rythme des saisons. À la Saintonge, par son mariage avec Daniel Gouze, il a adjoint le Morvan et cette tranche de Solutré qu'il gravit chaque année à la Pentecôte depuis 50 ans. Sous ces deux septennats, cette ascension est devenue le pèlerinage obligé des fidèles et des journalistes. Et puis, pendant 35 ans, il a été le député de la Nièvre et le maire de Château-Chinon. Ces lieux-là aussi, il les a fait siens. Enfin, il y a Latché, où il se ressource, il lit, il marche, où il redevient ce terrien attentif à tous les murmures de la nature. Mais c'est aussi un marcheur des villes,
partout dans le monde, à Paris surtout, dont il aime les rues, les quais, les cafés, les devantures des libraires. Bref, c'est un amoureux de la France. C'est vrai, je disais que moi je sens la France charnellement, quoi. J'ai pas besoin de faire de grandes théories. Et certes, on n'a pas besoin de théorie devant de semblables paysages. Voilà le mot de la fin pour François Mitterrand qui déclarait en 87 « Quand on atteint 80 ans, on devient un monstre sacré. C'est pour cela que j'y cours. » Merci messieurs. Dans quelques minutes, vous retrouverez Sean Connery et Dustin Hoffman pour Family Business avant la deuxième partie de Ça se discute. Dernier journal en compagnie de Philippe Lefebvre. Le dicton du jour sera dédié bien sûr à François Mitterrand, à la Saint-Honoré, je visite le Faubourg. Bon anniversaire à Sophie. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet qui nous promet une cérémonie d'investiture plutôt arrosée, un mercredi pluvieux. Rendez-vous dès 9h30 en direct en compagnie de Daniel Bilalian, en direct donc pour vivre cette journée de passation de pouvoir. Journal de 20h tout à fait exceptionnel demain d'une durée d'1 heure puisque nous retransmettrons, bien sûr, nous relaterons l'entrée de Jacques Chirac à l'Élysée et sans doute la nomination de son Premier ministre. Excellente soirée, merci beaucoup. À demain 20h et 9h30 même, avant.